Eh ben, on va lancer ce Café Nil. Et vraiment, tout d'abord, en vous remerciant de votre disponibilité, Céline et Jean-Yves. Donc, Céline, vous êtes on va dire, la papesse de l'antibiorésistance en France. Et on avait eu l'occasion d'ailleurs de faire un Café Nil avec Jérôme Salomon à l'époque où il était directeur général de la santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le thème de l'antibiorésistance. À l'époque, c'était encore un terme très technique qu'on découvrait et moi, je me souviens que j'avais appris beaucoup de choses à ce sujet. Et, euh, et donc, il était extrêmement intéressant de refaire le point sur cette problématique, surtout vu dans un cadre d'une seule santé, One Health, sur lequel Neil travaille beaucoup. Et puis, merci à Jean-Yves d'avoir accepté de co-intervenir avec Céline. Donc, Jean-Yves est directeur scientifique antibiorésistance à l'ANSES, travaille avec Benoît Ballet. Et donc, on va pouvoir parler de ce sujet tout à fait capital dans une optique qui va être une optique, encore une fois, hein, qu'on essaie d'être la plus large possible dans le concept d'une seule santé pour voir un peu les interactions qui peuvent exister entre les différents acteurs du monde de ces santé ou de cette santé, de cette seule santé, et qui sont aussi variés que des vétérinaires, des professionnels de santé, des agriculteurs, des élus locaux, des citoyens. Euh, et il va falloir qu'on fasse passer des messages qui soient des messages forts et surtout compréhensibles par ces différentes cibles. C'est pas facile de créer un langage commun sur ces sujets. Céline, je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation et puis vraiment ravie d'être avec Jean-Yves aujourd'hui, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, peut-être une brève présentation. Je suis professeure de maladies infectieuses et tropicales, donc médecin infectiologue à Nancy, avec une activité très variée qui a évolué au cours du temps, mêlant clinique, santé publique, enseignement, recherche, activité d'expertise au niveau national ou international. J'ai passé 4 ans au ministère de la Santé en charge de la coordination de la stratégie nationale de lutte contre l'antibiorésistance, y compris de la coordination interministérielle. Et j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Yves à l'occasion. Ma mission s'est arrêtée il y a 1 an. Et le sujet de l'antibiorésistance me tient particulièrement à cœur avec un engagement qui date de plus de 20 ans. Alors, je vais commencer d'abord par un mot de une seule santé. Avec ma vision, hein, évidemment, qui est subjective, je trouve que un des problèmes actuels qu'on a avec une seule santé, avec One Health, c'est que c'est très anthropocentré. Et je pense que Jean-Yves donnera des exemples. On a vraiment une perspective humaine qui est prépondérante, hein. On voit ça à travers notre prisme d'humain. Et ça, c'est embêtant, je pense. Il faudrait qu'on arrive à évoluer vers quelque chose qui est plus vers protéger la planète et le vivant de manière plus générale, ou peut-être l'homme a moins de place ou autant de place que les autres animaux. Donc ça, c'est vraiment une discussion un petit peu sociétale et éthique à avoir. Ensuite, je trouve que souvent, on considère que c'est un objet en soi, une fin en soi. Et en fait, pour moi, c'est une perspective, c'est un concept qu'on doit appliquer à des choses opérationnelles. Et que ce qui est important, c'est de rendre ça concret avec des applications pratiques et d'avoir une sorte de perspective, une seule santé quand on aborde les différents problèmes. Mais pour moi, ce n'est pas un objet en soi ni une fin en soi. Et souvent, c'est traité comme ça, ce qui me pose quand même problème. Ensuite, je trouve qu'on a tendance souvent à réinventer la poudre, à vouloir créer des choses nouvelles, notamment au niveau des fois politique, et alors qu'il est souvent plus utile d'utiliser les dispositifs existants et de les rendre opérationnels dans une perspective nouvelle. J'ai vu pas mal de Café Nil qui expliquaient ça, qui donnaient des exemples très intéressants, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, je pense que c'est important à avoir en tête. Par contre, ce qui manque vraiment, c'est pas forcément inventer quelque chose de nouveau, c'est en termes de gouvernance, à mon avis, une gouvernance nationale, interministérielle, intersectorielle qui fonctionne de manière générale, hein, pas que sur le sujet une seule santé, et la même chose au niveau régional. Ça, c'est souvent très compliqué, je l'ai vécu pendant 4 ans, c'est extrêmement compliqué de faire de l'interministériel. Et là, je suis retournée en région Grand Est et c'est pas simple non plus. Il y a des dispositifs, mais c'est pas si évident de les mobiliser. Et après, alors ça c'est aussi ma perspective un peu holistique, je trouve qu'il y a une problématique plus globale d'apprendre à travailler tous ensemble de manière harmonieuse en évitant les silos, de savoir concerter, de savoir écouter, de savoir considérer l'interlocuteur, de s'appuyer sur les initiatives de terrain, une sorte de mélange efficace de bottom-up et de top-down qui n'est pas si facile et pas si culturel en France. Et là aussi, j'exprimerai mon avis personnel, mais je pense que de manière générale, les pouvoirs publics et les administratifs devraient être, à mon avis, au service des acteurs de terrain, devraient faciliter la vie des acteurs de terrain
Et souvent, ce n'est pas la perception qu'ont les acteurs de terrain, je dirais poliment. Et j'ai vécu les deux côtés, donc voilà, j'ai vu un petit peu l'envers du décor. Ensuite, un petit mot sur la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre l'antibiorésistance. Alors, je ne suis plus au ministère, donc je ne suis pas plus libre. Je pense que les moyens en France ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, et c'est pareil au niveau international, globalement. Il faut vraiment qu'on accélère. C'est une vraie menace de santé publique importante. Je donnerai un exemple, la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine 2022-2025 que le ministre avait lancé quand j'étais au ministère, se termine dans un peu plus d'un an et je ne pense pas que les objectifs seront atteints pour plein de raisons conjoncturelles et c'est dommage. On a parfois aussi, quand on est pouvoir public, on manque de levier, bizarrement, pour mettre en place des mesures importantes. Et ça, des fois, les acteurs de terrain ne s'en rendent pas compte. Donc, il faut savoir l'expliquer. Et c'est dommage. Il faut pouvoir peut-être inventer des leviers nouveaux. Je donnerai un exemple. La formation continue, c'est extrêmement compliqué d'imposer à des professionnels de santé une formation continue sur une thématique précise. Souvent, les leviers n'existent pas. Et pareil, quand on veut des équivalents temps plein ou des ressources humaines ad hoc pour des équipes de lutte contre l'antibiorésistance, c'est extrêmement compliqué d'avoir les leviers pour réellement mettre ça en place. Et c'est un frein majeur pour les actions de terrain. Ensuite, je pense que la lutte contre l'antibiorésistance doit être une priorité politique encore plus forte que cela n'est actuellement, y compris dans sa dimension interministérielle, avec une gouvernance ad hoc, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on a vu le projet de feuille de route interministérielle 2023-2033 qui a été lancé très récemment avec un avis de la Conférence nationale de santé qui pointe justement ce problème de gouvernance, qui pointe le problème de budget, le problème d'indicateurs. Donc il y a vraiment des choses à consolider si on veut être réellement ambitieux. Ensuite, un petit point aussi sur l'évaluation des politiques publiques. Ça, je pense que c'est un point clé qui pose vraiment problème. Alors, il y a des dispositifs qui existent, les corps d'inspection, par exemple, qui ont évalué la feuille de route précédente qui date de 2016, avec un rapport qui est sorti en avril 22, qui malheureusement n'a été que partiellement pris en compte. Donc, ces rapports ne sont que consultatifs, ce qui est peut-être un problème. Et je pense que de manière générale, il manque un dispositif national, parfois aussi régional, qui permette une évaluation des mesures innovantes. Quand on met en place quelque chose de nouveau qui n'a pas démontré forcément sa preuve dans la littérature, je pense qu'il est de bon temps d'évaluer l'impact de la politique publique mise en œuvre, de rendre ça transparent. Et ça, ce n'est pas si évident. Les dispositifs n'existent pas toujours. Ensuite, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui tient à cœur, je crois, au Café Nil, c'est qu'il faut réussir sur cette thématique qui est jugée comme très technique, qui est jugée comme le problème des prescripteurs pour l'instant, à engager largement au national et au régional et à l'international, bien sûr, mais là, je parlerai surtout du national et du régional. Donc, ça revient à la priorité politique, mais pas uniquement. Ça revient aussi à mobiliser les instances de démocratie en santé. Et ça, c'est super parce que la Conférence nationale de santé se mobilise beaucoup sur ce sujet. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut réussir aussi à mobiliser les CRCA, je pense, en région. Importance des élus locaux qui, honnêtement, se mobilisent pour l'instant assez peu sur le sujet, qui est jugé comme très technique. Et importance aussi de mobiliser les parlementaires qui se mobilisent très, très peu en France sur le sujet. Il y a très peu de questions écrites, très peu de questions au gouvernement sur ce sujet, alors que c'est essentiel. Donc, il faut qu'on réussisse à mobiliser les élus locaux et les parlementaires pour mobiliser la démocratie et les citoyens. Après, il y a aussi quelque chose à travailler et les équipes au ministère y veillent beaucoup, mais ça nécessite d'avoir du temps. C'est l'articulation synergique et coordonnée entre le national et le régional. En fait, le régional est là avec les centres d'appui et sous l'égide des ARS pour déployer en partie la politique nationale, mais il faut qu'il y ait une articulation synergique explicite. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être travaillé. Par exemple, actuellement, je suis conseiller stratégique dans un centre régional en antibiothérapie, donc une structure d'appui à l'ARS qui s'occupe de la politique de bon usage. Et on essaie d'imaginer comment aider les pouvoirs publics nationaux à déployer la politique nationale en région. Donc, c'est important d'avoir la même vision, peut-être une comitologie aussi des comités qui se ressemblent pour pouvoir mobiliser des leviers différents au national et en régional, mais de manière synergique. Comment faire pour que tout le monde se sente concerné et agir à son niveau? Je pense qu'il faut aussi que les gens, le grand public, tout le monde,
n'attendent peut-être pas trop du national. Moi, je le voyais quand j'étais au ministère, souvent on pense que le ministère va tout régler. Il a son travail à faire, bien sûr, mais il y a aussi le travail des acteurs de terrain, donc c'est vraiment une complémentarité. Je donne un exemple, Antibiomalin, c'est un espace sur santé.fr d'information du grand public sur les infections, les antibiotiques, et souvent je m'entendais dire au ministère, c'est au ministère à déployer Antibiomalin, il n'est pas assez utilisé. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites vous dans votre quotidien pour en parler? Est-ce que vous en avez parlé à vos patients? Est-ce que vous avez mis une affiche? Et voilà, et ça, tout le monde a son rôle à jouer. Il y a aussi un travail, je crois, crucial de relais des organisations représentées dans les comités nationaux et régionaux et de concertation de leurs membres. Et ça, souvent, c'est perfectible. J'explique, quand on a une organisation dans un comité national ou un comité régional, on attend qu'elle concerte ses membres pour exprimer une position de ses membres, de son organisation, et qu'elle relaie les informations qu'elle a au sein de ce comité dans son organisation auprès de ses membres. Et ce n'est pas toujours fait. Donc ça, il faut vraiment que la courroie de transmission fonctionne pour qu'on puisse démultiplier et engager largement. Je crois qu'il faut aussi ne pas hésiter à interpeller les pouvoirs publics, à maintenir une forme de pression amicale et courtoise, mais c'est important. Ça aide en fait les gens au niveau national à pousser leur dossier, parce qu'il y a plein de priorités évidemment dans un ministère ou dans une agence. Je crois qu'il y a besoin, mais ça c'est de manière plus large, de plus d'articulation synergique et d'acculturation entre le monde politique et scientifique et de la santé. Voilà, mais ça, je pense que c'est des thématiques que vous discutez souvent au Café Nil. Et je pense enfin qu'il y a un problème probablement de terminologie et d'accroche. Il faut qu'on trouve un narratif qui engage les gens, qui parle, qui ne soit pas trop technique, qui parle aux émotions. Donc il y a un vrai enjeu de communication. Et je crois qu'il faut probablement aller vers la fiction, le monde de la culture, entre autres. Il y a plein d'autres leviers à mobiliser. Et là, je donne un exemple. J'ai voulu, quand ma mission s'est terminée, j'ai eu un peu de répit et donc je me suis lancée dans l'écriture d'un roman pour justement essayer de contribuer et puis voir si ça marchait. Donc j'ai écrit un roman, donc une fiction qui raconte l'histoire d'une étudiante en médecine et de ses amis pendant ses études. Donc une perspective un peu d'étudiant avec une certaine part d'innocence. Et j'ai voulu poursuivre deux objectifs. La première, c'est de sensibiliser aux infections, aux antibiotiques, à l'antibiorésistance, avec une fiction qui peut être lue, j'espère, par tout le monde. Et la deuxième raison, c'était aussi de pouvoir familiariser tout le monde avec le monde de la santé, particulièrement celui de la médecine, qui, je crois, est mal connu et qui traverse une crise qui, moi, me préoccupe vraiment beaucoup. Donc, j'ai voulu un petit peu raconter le quotidien possible d'une étudiante en médecine et de ses amis. Et donc, le bouquin s'appelle Dans le tourbillon de la médecine. Et si vous le lisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je m'arrêterai là et je passe la parole à Jean-Yves qui va avoir plein de choses intéressantes à dire, comme d'habitude. Et avant que Jean-Yves prenne la parole, Céline, je voulais vous dire, je buvais du petit lait en vous écoutant. C'est vraiment, on partage la même vision du problème. On avait fait je crois que c'est l'édito de la dernière newsletter, c'était One Health, il fallait déséliter, donc sortir de ce concept de sachant, il fallait désanthropocentrer le concept, et il fallait le détechniciser, c'est-à-dire au lieu d'en faire une espèce d'outil en tant que tel, d'en faire quelque chose qui soit très à la portée des différents acteurs de terrain, bien entendu avec des outils qui peuvent être extrêmement sophistiqués pour l'évaluer et pour le mettre en place. Mais c'est exactement on a essayé de résumer un peu ce que vous nous avez dit, et c'est exactement ça, quoi. D'où notre angoisse au départ de Céline. On en reparlera tout à l'heure, Marie, il n'y a pas de problème. Jean-Yves, je vous passe tout de suite la parole. Oui, merci beaucoup. Merci aussi pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin et d'être en duo avec Céline, avec qui effectivement on a beaucoup travaillé ensemble pendant toute cette période et on continue de le faire, même si les fonctions évoluent. Céline a dit énormément de choses. J'adhère à tout ce qu'elle a dit et je ne vais pas tout reprendre en détail, mais effectivement, la vision holistique dont elle a parlé, c'est aussi la mienne, la vision une seule santé qui n'en est pas une vraiment aujourd'hui, qui démarre et qui n'en est pas une parce qu'effectivement, on est encore trop anthropocentré. Et ça me rappelle une diapositive que j'avais vue dans un congrès où justement ce concept était mis en avant. Et puis la toute première diapositive, c'était, vous savez, on met tout un tas de pictogrammes qui représentent l'homme, les animaux, les feuilles, les plantes, etc. Et puis il y avait deux façons de le faire. Il y avait un triangle et on voyait l'homme en haut. Puis il y avait un rond où il fallait chercher l'homme. Et j'ai trouvé ça très bien parce que finalement, il faudrait passer de l'un à l'autre parce qu'on est encore dans
dans la première représentation avec une seule santé où tout le monde oui, on sent bien qu'il y a tout un tas de composantes qui vont au-delà de l'homme, mais il y a quand même l'homme qui est au milieu, au sommet de la pyramide. Donc oui, très clairement, cette problématique-là, enfin, le sujet de l'antibiorésistance doit être vu comme ça. Dans le domaine, enfin, il y a aussi une vision historique un petit peu qui explique ça, parce que quand même, il est clair que la résistance aux antibiotiques a d'abord été un problème médical, et donc les vétérinaires sont rentrés sur la piste en second plan, et d'ailleurs sont largement rentrés parce que les médecins leur ont dit de le faire, parce que la préoccupation du vétérinaire en termes d'antibiothérapie n'est pas tout à fait la même par rapport à la médecine, hein. Parce que l'essentiel des animaux est quand même produit pour l'alimentation, il y a une relation au patient qui n'est pas du tout la même, il y a une médecine collective, massive, et donc l'antibiotique est en médecine vétérinaire aussi un paramètre du soin, mais on voit bien que la relation entre le vétérinaire et l'animal un impact sur la façon dont l'antibiotique est intégré dans le système de soins. Donc, clairement, les vétérinaires sont rentrés dans la danse en second plan, et puis maintenant, c'est autour de l'environnement. Donc, il y a une séquence d'événements qui explique aussi probablement qu'on n'était pas tous au même moment autour de la table pour parler de ce sujet. Mais maintenant, ce passé ne justifie pas l'avenir au point d'y rester, quoi. Et effectivement, il faut essayer d'avoir une approche synchrone, simultanée de l'antibiorésistance, en essayant de mettre autour de la table, non pas de façon séquentielle, mais systématiquement, l'ensemble des acteurs. Et on voit bien que, par exemple, sur le volet environnement, alors le volet environnement, souvent on l'oublie parce qu'on se dit on traite aux antibiotiques les humains et les animaux, mais on traite aussi l'environnement. En tout cas, on agresse l'environnement. Et puis, il faut bien voir que les cultures végétales sont strictement interdites d'être traitées aux antibiotiques en Europe, mais ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde, hein. Aux États-Unis, on pulvérise des antibiotiques sur les cultures végétales. Et même si on ne parle pas de traitement, on a une agression de l'environnement par les antibiotiques, ne serait-ce que par les rejets des résidus d'antibiotiques que tout un chacun excrète après traitement, que ce soit les hommes ou les animaux, mais aussi et surtout les antibiotiques sont relargués dans la nature par les entreprises qui produisent des antibiotiques. Et on sait bien qu'on a aussi une concentration, on l'a bien vu pendant l'épisode de la Covid, sur le sujet de la localisation des productions de médicaments. Pour les antibiotiques, on est exactement dans ce cas, avec une production qui est essentiellement centrée dans un certain nombre de pays et de continents, et pas en Europe, et donc avec des normes de rejet qui sont bien inférieures, voire inexistantes à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc, c'est clair que l'environnement est une partie extrêmement importante, et aujourd'hui, on voit bien, y compris politiquement, que l'antibiorésistance n'est pas un sujet, un angle d'entrée pour l'environnement. Avec un ministère de l'Environnement qui aussi se défend en disant nous, on a tellement de bioagresseurs ou de pollution chimique de l'environnement que les antibiotiques, c'est un parmi plein. Donc, pourquoi on ferait un plan antibiotique plus qu'un plan sur une autre molécule chimique? Donc, on voit bien qu'on a des articulations à trouver pour quand même arriver à, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à avoir une approche coordonnée, même si par ministère, on n'a pas la même histoire et on n'a pas la même importance. Donc, bon, juste pour rappeler que les progrès vétérinaires ont été extrêmement, extrêmement forts, hein, ces dernières années, juste pour rappeler, parce que ça c'est souvent quelque chose qui est mal compris encore, que les antibiotiques sont interdits d'être utilisés comme promoteurs de croissance des animaux en Europe depuis près de 20 ans. C'est souvent quelque chose qui n'est pas encore su. Et on a eu une politique du ministère de l'Agriculture extrêmement volontariste, hein, depuis 10 ans. Et puis le ministre de l'Agriculture a encore relancé un troisième épisode en novembre dernier avec le plan Éco-Antibio 3. Donc on voit que cette politique-là a très très bien marché, puisqu'on a des diminutions d'exposition des animaux très très fortes, hein. Pour certains antibiotiques, notamment ceux d'importance critique pour la médecine humaine, on est à plus de 90% de baisse d'exposition des animaux. Et malgré ça, la politique continue. Elle s'ancre dans l'avenir. On parle même d'un Éco-Antibio 4. C'est évidemment futuriste à l'échelle politique, mais il n'empêche que ça donne l'idée qu'on ne s'arrête pas après 1 et 2. On lance 3 et peut-être 4. Donc, il y a une continuité de cette action qui me semble extrêmement, extrêmement positive. Donc, on a énormément de progrès, mais je terminerai peut-être par cet aspect-là. Sur un plan politique et sociétal, on est encore un peu loin du compte, parce que
les acteurs et les citoyens aussi, et l'ensemble des gens ont une vision probablement encore trop différenciée entre des antibiotiques selon le secteur auquel ils pensent quand ils pensent aux antibiotiques. Je parlais dans l'interview qu'on a fait ensemble de l'image. L'image des antibiotiques est très positive pour les enfants dans les pathologies hivernales. Elle est très négative ou négative en tout cas lorsqu'elle est associée à l'agriculture parce qu'elle fait référence aux intrants chimiques, etc. En termes de communication, Céline en parlait, c'est vrai qu'on a souvent, on présente ça comme un cauchemar, l'antibiorésistance, une espèce de futur sans perspective, alors qu'il faudrait expliquer qu'on peut faire sans et que ça soit une perspective positive. En fait, c'est pas uniquement réduire les antibiotiques qu'il faut faire, c'est vraiment changer de médecine, changer d'approche. C'est vrai en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, et en médecine vétérinaire, ça a beaucoup compté. Il y a eu des aspects réglementaires qui n'existent pas en médecine humaine, et ça, on pourra y revenir, parce qu'il y a des lois, très concrètement. L'Europe a mis en place encore récemment, il y a 2 ans, enfin plus de 2 ans, parce que la mise en œuvre est depuis 2022, mais des règlements européens extrêmement clairs qui obligent les États membres, qui obligent aussi les importateurs. Et donc, effectivement, il y a une approche beaucoup plus globale du changement de paradigme vis-à-vis des antibiotiques. Et moi, je terminerai là-dessus en me disant, ce que j'aimerais au plan de vision politique, c'est pouvoir se dire, on a tous besoin des antibiotiques, il faut juste enlever les antibiotiques de là où ils seront inutiles, superflus, etc. On élimine tous ces types d'utilisation qu'on a accumulés par négligence, par manque de compréhension, etc. Maintenant, on a une prise de conscience, OK, mais dans 30 ans, qu'est-ce qu'on veut? Dans 50 ans, qu'est-ce qu'on veut? On a tous en tête les tensions qu'il y a eu sur l'amoxicilline dans le domaine pédiatrique. Les vétérinaires ont aussi besoin d'amoxicilline. Qu'est-ce qu'on veut pour l'amoxicilline dans 20-30 ans? Posons-nous autour de la table et réfléchissons ensemble à un projet de société sur les antibiotiques pour leur donner leur juste place. Parce qu'aujourd'hui, on a des politiques très restrictives en médecine vétérinaire, on le voit bien, on supprime de plus en plus d'antibiotiques. Et on n'a pas du tout cette perspective-là en médecine humaine. Et là aussi, on a un peu l'impression qu'il y a un peu de vitesse. Et c'est sans doute dans le rapprochement, enfin la réflexion sur un projet politique commun, intersectoriel, une seule santé. Enfin, on voit bien comment il peut avoir, ce qu'il peut avoir comme contour, qu'on pourra peut-être avancer. J'ai plusieurs exemples à donner. On pourra peut-être en parler sur des effets de balancier, de supprimer tel antibiotique qui a eu des effets contralatéraux sur d'autres antibiotiques. Il y a un côté séquentiel qui des fois nous fait faire probablement plus d'erreurs que d'avancer. Voilà. Mais bon, très heureux, je vais m'arrêter là, très heureux de discuter avec vous ce matin, et surtout dans ce cadre multidisciplinaire et intersectoriel. On essaye. Vraiment, vraiment merci pour ces propos liminaires qui sont extrêmement éclairants, constructifs en plus. Souvent, on est quand on parle d'une seule santé, on est un peu dans l'anathème, chacun se renvoie la balle. Et ce que j'aime beaucoup dans votre prise de parole, c'est le fait de dire non, il faut au contraire co-construire, essayer de trouver des moyens de se parler dans des univers qui sont des univers qui ne se parlent pas. Moi, je suis médecin, je suis élu local dans un petit village rural. Je n'ai jamais parlé avec un vétérinaire sur les antibiotiques, par exemple, alors qu'il y a des fermes qui font de l'élevage et de volailles, et de porcs, et de bovins. Et je pense que ce serait intéressant aussi que ce dialogue intersectoriel sur le terrain soit quelque chose qui puisse être facile, parce que si demain on a une crise X, Y, Z et que ça touche les antibiotiques ou les antiseptiques, parce que je crois que c'est avec Thierry Lefrançois qu'on en discutait, il n'y a pas que le problème des antibiotiques, il y a aussi le problème des antiseptiques qui pose un problème un peu dans cette antibiorésistance. Là, peut-être que vous avez des avis plus techniques que moi, mais j'ai cru comprendre que les antiseptiques aussi posaient des problèmes, leur forte utilisation posait aussi des problèmes sur
sur la gestion des flores bactériennes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce dialogue intersectoriel qui devrait être existant et qui fait que demain, on a une crise de l'eau, on ne sait pas à qui s'adresser, on a sur des intrants, on a une crise je sais pas, on a une maladie vectorielle qui arrive, on ne sait pas. On l'a vu avec les vétérinaires qui avaient les moyens de faire des diagnostics biologiques parce qu'ils ont des laboratoires qui sont dans chacun de leurs cabinets. On aurait pu mettre ça à disposition dans la stratégie de lutte contre l'épidémie de la Covid. On les a laissés de côté. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler plutôt en co-construction plutôt que d'essayer de se tirer un peu le marché à soi, ou ce qui existe beaucoup chez les professionnels de santé. Alors, on va passer aux questions qu'on va prendre dans l'ordre des levées des petites mains jaunes. N'hésitez pas à lever la main tout de suite parce que quelquefois, on n'a pas le temps de passer toutes les questions. Donc, je passe tout de suite la parole à Younes et puis ensuite, on aura Catherine qui prendra la parole. Et Marie ensuite en troisième. Merci Olivier. Vous vous présentez, vous dites en quelle qualité vous parlez. Oui, alors Younes, je suis pharmacien et consultant chez NIL. Donc merci pour vos présentations. C'était vraiment très, très clair. Moi, ma question, elle est plutôt simple dans la mesure où il y a besoin d'avoir un engagement sur des bonnes pratiques de prescription notamment, mais aussi de dispensation, je suppose. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire avec la HAS sur un renouvellement en profondeur d'un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques vis-à-vis de la prise en charge des maladies infectieuses? Je la prends, Jean-Yves. Alors, c'est en cours. La HS est très investie dans la stratégie nationale, par exemple, de longue date, avec un renforcement de son action ces dernières années. Donc, l'actualisation des recommandations pour les infections courantes est en cours, que ce soit en médecine ou que ce soit, par exemple, en odontologie. Après, ça prend du temps, mais ça, c'est prévu, c'est dans les tuyaux. Et notamment sur les antibiotiques de première intention, ils essaient de prôner les antibiotiques les moins générateurs d'antibiorésistance. Et les durées de traitement, ils essaient aussi de prôner les durées les plus courtes possibles. Très clair. Question courte, réponse courte. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Catherine. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Catherine Simonin, donc je siège à la Conférence nationale de santé et je suis représentante des usagers. J'ai travaillé le sujet à France Asso Santé, mais je parle à mon nom. Je suis ici en nom propre. Donc oui, c'est un problème, cette antibiorésistance. Donc étant aussi issue d'un territoire rural, il y a, et mon mari gérant une structure agricole avec des chevaux, on voit bien que les vétérinaires prescrivent énormément d'antibiotiques et dans l'élevage, il y avait des enjeux de productivité également. Donc, on a quand même un enjeu européen à baisser de 27% en 2030 la prescription d'antibiotiques. Et je crois que la démocratie en santé est un axe majeur à activer parce qu'il y a la pression des usagers, que l'antibiotique, c'est pratiquement automatique à chaque consultation. Je crois qu'il faut aussi tirer le fait que la pénurie d'amoxicilline en 2022 a induit de lourds effets indésirables sur des prescriptions reportées sur des antibiotiques qui n'étaient pas indiqués, et notamment les fluoroquinolones. Et on voit un désastre sur certaines personnes avec des effets indésirables tellement graves que ça a impacté toute la vie de ces personnes. On travaille à la NSM sur ce sujet. Et effectivement, je pense qu'il faudrait faire des formations sur le mésusage, et pas forcément du côté usager, mais surtout du côté de la médecine, des prescripteurs, et essayer d'induire une responsabilité des prescripteurs qui n'est pas là aujourd'hui, et de respecter justement les normes et les recommandations. Et c'est identifié dans le rapport chargé produit de la CNAM, où je siège également, sur justement les impacts du mésusage sur notre système de santé et les répercussions sur les usagers. Et effectivement, je rejoins que les antibiotiques se retrouvent dans la nature, ont un impact sur l'environnement, et cette approche One Health ou une seule santé en français, qui n'est pas compréhensible par tout un chacun. Je crois qu'il faut essayer de sensibiliser le grand public sur ces points-là. Me semble-t-il, est une approche aussi vers le bien-être animal. Et justement, si les animaux sont traités
dans le bien-être, ils sont moins malades. S'ils sont plus à l'extérieur, ils sont moins malades. Ils consomment beaucoup moins d'antibiotiques pour des maladies X ou Y. Donc, c'est aussi un enjeu majeur de traiter mieux les animaux dans notre pays. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Alors, Jean-Yves, Céline. Jean-Yves, je te laisse commencer. Oui, ben, merci pour cette intervention, mais effectivement, on partage tous le constat du fait qu'il faut changer de médecine, c'est ce qu'on disait, il faut avoir une approche beaucoup plus préventive que curative. Bon, pour revenir sur ce qui est fait, alors j'en resterai au secteur vétérinaire, mais dans le secteur vétérinaire, il y a énormément de progrès, hein. Je pense qu'il faut utiliser maintenant le passé, l'imparfait et non plus le présent, pour dire qu'on utilise beaucoup d'antibiotiques. Effectivement, on utilisait probablement beaucoup d'antibiotiques il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on a, depuis qu'on a un suivi des ventes d'antibiotiques, on voit bien qu'on est passé de 1400 tonnes d'antibiotiques par an à l'année dernière 350, 370. Donc, on a une diminution colossale des ventes d'antibiotiques et de l'exposition des animaux. On peut encore avoir des marges de progrès, bien sûr, et notamment selon les espèces animales et selon certains secteurs aussi, mais c'est quand même une baisse d'exposition colossale, et ça va dans le bon sens. Et puis, pour revenir sur l'Europe, effectivement, il y a un objectif qui découle du pacte Green Deal, hein, qui est un objectif de l'Europe de réduire de 50%. Donc, c'est plus que 27, hein, c'est 50% les ventes globales d'antibiotiques pour les animaux d'élevage et pour l'aquaculture d'ici 2030, avec les actions qui ont été menées en France, on y est déjà, même si l'année de référence sera 2018. Là, avec tout le travail qui a été fait en France, on est déjà là-dessus. Donc, je suis d'accord qu'il faut aller dans ce sens-là. L'Europe y va aussi. Vous parliez de l'amoxicilline et puis des reports sur des autres antibiotiques. Par exemple, je trouve que je parlais tout à l'heure, moi, d'un effet de levier, enfin de balancier comme ça. Je pensais en particulier à l'exemple de la colistine. La colistine est un antibiotique qui était utilisé très largement en médecine vétérinaire, et au motif qu'un gène de résistance très diffusible, hypothétiquement, enfin en tout cas, sur ce qu'on en savait à l'époque, il y a eu un gros effort une grosse demande du monde entier pour réduire l'usage de la colistine chez les animaux, à tel point qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'utiliser cet antibiotique parce qu'on ne le trouve plus. Les vétérinaires ont beaucoup de mal à s'en préoccuper, et c'est probablement un antibiotique qui sert très peu la médecine humaine finalement, parce que c'est très utilisé en réanimation, mais c'est quand même un antibiotique qui n'est pas très pratique et qui n'est pas du tout celui qu'on trouve dans les 90% d'usage en ville. Donc ça veut dire qu'on a mis un gros frein sur un antibiotique qui finalement impactait peu la médecine humaine, si ce n'est les réanimateurs, pour ensuite éventuellement prendre le risque de déporter cet usage sur d'autres antibiotiques beaucoup plus utilisés. Je pense à l'amoxicilline ou l'association amoxicilline-acide clavulanique, qui sont des antibiotiques qui sont très partagés entre les deux médecines. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument ne pas fonctionner par à-coup, mais essayer de se poser à un moment donné pour avoir des synergies d'action, et non pas se réveiller d'un secteur en regardant l'autre 10 ans après, en se disant tiens, on a fait ça 10 ans avant, finalement on aurait dû faire autre chose. Et parce que après, une fois que les trains sont partis, c'est très compliqué. On sait très bien que l'industrie de production du médicament n'est pas simple, notamment sur les antibiotiques, et quand un antibiotique disparaît d'une ligne de marché, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on ne peut plus faire revenir la colistine comme elle était avant. C'est très compliqué d'avoir cette flexibilité, c'est même impossible, je dirais, parce qu'en plus, le marché vétérinaire est extrêmement petit par rapport au marché médical en termes d'antibiotiques. Donc, ces effets de levier, de balancier, ont de grosses conséquences. Et donc, bon voilà, je pense que les choses vont dans le bon sens, notamment en France et en Europe. L'Europe fait quand même figure de meilleur élève de la classe dans le monde par rapport à ce qui est fait sur les antibiotiques, mais il manque cet espace de co-construction. C'est vraiment ça qui... Jean-Yves, j'avais une question complémentaire par rapport à ça. Comment il y a une problématique conceptuelle qui est difficile à comprendre. Quand on est un industriel, on est là pour produire des produits
idéalement, quand on travaille dans le domaine de la santé, d'une qualité qui soit une qualité exceptionnelle, avec tout un système de normes qu'on doit appliquer et qui sont tout à fait compréhensibles. Dans le cas des antibiotiques, en fin de compte, le défi qui est lancé à l'industrie, c'est de dire il va falloir que vous nous produisiez de nouveaux antibiotiques parce que les anciens risquent de pas suffisamment marcher. On a quand même pas mal de cas de iatrogénie liés à l'usage des antibiotiques avec quelquefois des patients dont on n'arrive pas à trouver des solutions thérapeutiques. Donc, il y a cette espèce de paradoxe qui consiste à dire il faut que les entreprises continuent à faire de la recherche et à investir dans le domaine des antibiotiques, et en même temps, avec un objectif qui est surtout de ne pas les vendre. C'est-à-dire d'en faire une sorte de catalogue, sans vouloir prendre une comparaison guerrière, mais garder des armes stratégiques en réserve, au cas où l'ennemi dépasse un peu, qu'on puisse lui montrer qu'on a de quoi faire des coups de semonce par rapport à tout ça. Comment ça peut se gérer et comment c'est compris par les autorités, ça? Parce que c'est une injonction paradoxale pour un industriel que de créer quelque chose normalement qui ne vend pas. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui préoccupe l'ensemble des acteurs depuis des dizaines d'années maintenant, hein. Il y a plusieurs rapports qui sont sortis, qui ont essayé de trouver des solutions à ça. On est vraiment à une croisée effectivement des courbes, avec des bactéries résistantes qui augmentent parce qu'on continue d'utiliser des antibiotiques, et avec un appauvrissement, un assèchement du pipeline industriel de production de nouvelles antibiotiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre espoir, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la recherche sur les nouveaux antibiotiques. Je pense qu'il faut absolument la poursuivre. Mais par contre, elle est extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, les industriels ont beaucoup de réticence à se lancer dans ce genre de marché, parce que le marché n'existe plus, puisqu'effectivement, les contraintes sont d'épargner les antibiotiques. Donc, ça veut dire que d'un point de vue très global, il faut quand même qu'on soit davantage dans une stratégie de prévention des infections, pour éviter d'avoir à les soigner et pour restaurer la sensibilité des bactéries à des antibiotiques anciens. C'est ce qu'on observe, par exemple en France, mais c'est vrai, on peut parler du dernier rapport qui est paru au niveau européen, qui s'appelle le GIACRA, qui regarde la consommation d'antibiotiques chez l'homme et chez l'animal et la résistance des bactéries. On voit très très bien que quand on réduit la consommation des antibiotiques, on fait redevenir sensibles les bactéries. Donc, on voit bien qu'il y a un côté réversible à cette affaire-là. On n'est pas dans une course sans fin. Et donc, en ayant des stratégies beaucoup plus préventives que curatives, qu'il faut garder bien sûr curatives, parce qu'on aura toujours des malades à soigner et des malades graves, etc. Mais en ayant une stratégie de prévention, en utilisant moins les antibiotiques, on restaure la sensibilité du microbiote des bactéries. Et donc, du coup, les antibiotiques qui sont présumés inactifs aujourd'hui ou qui le sont de fait redeviennent actifs. Et donc, il ne faut pas tirer un trait sur notre arsenal antibiotique. Il faut juste avoir conscience qu'il faut faire avec eux, mais qu'il faut leur restaurer leur activité en restaurant la sensibilité des bactéries et donc en préservant. Donc, des stratégies de prévention sont extrêmement, extrêmement importantes. Marie Auger-Comont, tu avais une question. Oui, bonjour. Marie-Josée Auger-Comont, je suis donc pharmacienne ex-officine et je représente ici moi-même plus l'USPO, le syndicat des pharmaciens d'officine. Vous ne m'en voudrez pas si j'ai une petite minute de corporatisme pharmaceutique. On a choisi pour la médecine humaine d'avoir un prescripteur et un dispensateur, et aujourd'hui, franchement, en médecine vétérinaire, on a très très peu du marché qui passe par les officines, et je pense que s'il y avait eu la régulation peut-être par le circuit officinal, on n'aurait pas eu les consommations abusives que l'on a pu avoir. Mais je pense que ça, c'est un marché un peu perdu, mais on y travaille beaucoup. Nos pharmaciens qui s'occupent des élevages et des médicaments vétérinaires sont très prudents sur le sujet. On avait alerté depuis longtemps, et Céline pourrait le dire, pendant les réunions sur la stratégie, on parlait beaucoup du médicament vétérinaire parce qu'il nous semblait que ça ne se corrigeait pas. Mais je dois dire, comme l'a dit Jean-Yves, que maintenant on a vraiment, je dirais, Marie? vous m'entendez? Oui, Oui, vas-y. bien sûr, il y a eu un appel au milieu, c'est toujours comme ça.
Excusez-moi. Donc, on y travaille beaucoup et je pense que maintenant, sur, par exemple, la remontée des ventes d'antibiotiques, on travaille avec des vétérinaires sur ce sujet, sur un projet Calypso, donc on y arrivera. La deuxième question que je voulais poser après cette petite minute, c'est, on est très, très inquiet aujourd'hui de la financiarisation des professions de santé. C'est dans le rapport chargé produit de la CNAM et partout on entend parler. Est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter justement de cette financiarisation sur le risque justement de développer les ventes d'antibiotiques, ou est-ce qu'on est sûr d'avoir stoppé ce danger? Jean-Yves. Ah, je crois c'est peut-être une question qui s'adresse davantage à Céline, mais je crois qu'elle a une. Alors Céline, Désolée. vous nous avez entendu parce que vous étiez déconnecté là. Oui, oui, mon team, ça a rebugué, désolé, donc non, je n'ai pas entendu la question. Oui, Céline, je demandais si le risque de financiarisation que l'on vit dans les professions de santé ne pouvait pas, ici aussi, dans la médecine vétérinaire, engendrer des dérives que l'on vit ailleurs. Alors ça, je laisserai Jean-Yves répondre. Moi, effectivement, la financiarisation de la médecine humaine m'inquiète beaucoup, Oui, surtout qu'elle nous aussi. elle se répand hein, et de manière parfois difficile à identifier. Ça a été souligné par le Conseil de l'Ordre, par l'assurance maladie, hein, ce qui prouve que c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Après, pour la financiarisation des vétérinaires, là, je laisserai peut-être Jean-Yves donner son ressenti. Parce qu'en médecine humaine, la financiarisation se traduit concrètement comment? C'est des fonds d'investissement qui achètent des laboratoires, cabinets de radio, etc., des cliniques, et qui, des du coup, cliniques vétérinaires. c'est ça. Des cliniques vétérinaires aujourd'hui. Hein. Des maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est ça, des maisons exactement. de santé pluriprofessionnelles, des laboratoires d'analyse, là c'est fini, la radiologie, et nous les pharmacies, on se bat comme des lions contre cette financiarisation, mais on voit bien que chaque fois qu'il y a financiarisation, on le vit dans le dentaire, l'optique et l'audioprothèse, il y a des fraudes et pas de respect de la santé publique en tout cas. Ouais. Bon, ma question était pour savoir jusqu'à où ça s'étendait, parce qu'effectivement, bon, j'ai connaissance effectivement aussi de cette financiarisation pour les cliniques vétérinaires. Bon, manifestement, ça n'a pas encore aujourd'hui d'impact sur les antibiotiques, puisqu'elle ne date pas d'aujourd'hui, cette financiarisation, et on voit bien qu'on continue à avoir des baisses d'exposition des animaux aux antibiotiques. Donc, sur ce qu'on en voit d'un point de vue macro, on ne peut pas dire que ça remonte à cause de ça, par exemple. Hein. Mais je suis d'accord qu'à partir du moment où on pourrait avoir une prescription qui soit dirigée par d'autres intérêts que les intérêts dont on parle aujourd'hui, ça pourrait être un risque. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans les chiffres. En tout cas, les indicateurs ne montrent pas qu'on puisse devoir invoquer ça pour expliquer une contre-évolution. Mais oui, je suis d'accord que ça pourrait. Enfin, c'est un point de vigilance. C'est un point de vigilance, et quand on voit qu'à l'heure actuelle, on a un ministre qui dit qu'il faut surveiller 6 milliards de dépenses sur des affections de longue durée ou des pathologies chroniques, d'une certaine manière, c'est un sacré appel du pied à la financiarisation du système. Je suis désolé de porter cette petite pique contre Frédéric Valtou, mais je trouve quand même que il y a un effet d'aubaine pour ces fonds d'investissement qui est majeur quand on sort ce genre de choses, quoi. Si on va faire 6 milliards d'économies sur les pathologies chroniques. Oui, Marie. Il faut oublier que le danger est plus grand dans la médecine humaine que dans la médecine vétérinaire, parce qu'il y a la solvabilisation par l'assurance maladie, ce qui n'est pas le cas du vétérinaire. Et ça renvoie au problème que la pertinence ou la qualité des soins est compliquée à mesurer, qu'il n'y a pas de mesure automatisée large de tout ça, qui permettrait de faire une sorte de contrepoids. Ça c'est un vrai aussi problème en médecine humaine. C'est vrai qu'en ce qui concerne les évaluations des services ou des pratiques professionnelles, on n'est pas au top. Hein. Quand on en discute avec des gens qui sont dans le système écossais ou ils ont une évaluation par leurs pairs, par leurs patients, par les sociétés savantes, il y avait une table ronde au CHAM là, que j'animais l'année dernière, où on avait justement un médecin qui travaillait dans
dans le système écossais, un médecin français, qui disait que l'évaluation, elle était permanente. Elle était, et elle était souhaitée par tout le monde. C'est-à-dire que chacun souhaitait avoir l'avis de ses patients, de son équipe, de la société savante, du système, pour savoir s'il y avait des points d'amélioration. Et ça ne fait pas partie de la culture latine et française, en tout cas. Olivier, en France, se comparer ressemble à de la concurrence, alors que se comparer, c'est justement s'améliorer. Mais en France, on dit, ah, c'est de la concurrence. Merci beaucoup. Marc Bonneville, vous avez la parole. Merci. Présentez, mettez votre caméra. Voilà. J'avais une question qui s'adressait plutôt à Jean-Yves. Oui, Jean-Yves, tu soulignais le fait que l'épandage d'antibiotiques… Marc, si vous pouvez nous dire qui vous êtes, parce qu'il pardon, y a 75 personnes qui ne vous connaissent pas forcément. Je suis directeur scientifique et médical de l'Institut Mérieux. Donc, la question que je me posais, c'est donc manifestement les antibiotiques, l'épandage d'antibiotiques dans l'environnement est interdit depuis de nombreuses années en Europe. Malgré tout, on se rend compte que les fongicides sont à l'origine de résistance, notamment dans les souches d'Aspergillus, qui posent des problèmes dans des infections communautaires, et même des pesticides interfèrent avec des voies d'antibiorésistance de bactéries. Et finalement, je me demandais dans quelle mesure, dans des plans de type éco-phyto, etc., il y avait une prise en compte véritable de ce problème d'antibiorésistance ou de résistance aux antimicrobiens induit en fait par les pesticides. On parle souvent en fait de la problématique de dépendance en fait plutôt vis-à-vis d'intrants de type glyphosate, mais moins en fait de cette problématique de résistance croisée environnementale, humaine et animale. Oui, ben effectivement, c'est la question des silos versus l'inclusion, et je pense qu'on peut donner l'exemple des co-antibio 3 justement, et aussi de la stratégie européenne qui parle plus d'antibiotiques mais d'antimicrobiens. Et d'ailleurs, ça se décline de façon très concrète dans la construction de la programmation de la recherche. Aujourd'hui, les grands partenariats qui sont en construction parlent des antimicrobiens. Dans EcoAntibio 3, on a un volet qui commence à être introduit. Alors évidemment, ça reste un plan antibiotique, EcoAntibio, mais maintenant, on a inclus les antiparasitaires. Et donc, de façon générale, évidemment, toute autre molécule chimique, on parlait des désinfectants tout à l'heure, on peut avoir des co-sélections de résistance aux antibiotiques en utilisant des antiseptiques. Il existe de façon très concrète sur le génome de bactéries des gènes qui sont les uns à la suite des autres, l'un pour la résistance à un antibiotique, l'autre pour la résistance aux ammonium quaternaires. Et donc, quand la bactérie qui possède les deux est traitée par l'un ou par l'autre, elle survit. Et donc, par effet indirect, elle contribue à faire perdurer la résistance à l'autre produit qui n'est pas utilisé. Donc, on est très bien. Alors, ça mérite d'être encore documenté, mais le fait de co-sélectionner une résistance aux antibiotiques par un autre produit, une autre molécule chimique est documentée scientifiquement. Et ça se traduit maintenant opérationnellement parce que, comme je vous disais, EcoAntibio 3 prend en compte ça. Et cette notion d'antimicrobien, alors ça ne couvre pas forcément les pesticides. Et c'est là que je pense qu'il y a encore des silos, évidemment. Après, c'est difficile là aussi d'avoir des actions. C'est probablement un sujet très concret de savoir comment on peut, à force de globaliser, il faut quand même bien qu'il y ait un moment où on s'adresse à des secteurs pour être efficace. Si on met tout dans le même sac, au motif que ça, opérationnellement, après, on a de plus en plus de difficultés à mobiliser tout le monde parce que plus personne comprend pourquoi il est dans le sac. Donc, il y a un moment, il y a un curseur à trouver entre le travail en silo, mais aussi l'interaction entre les silos. Je pense que ni le silo strict, ni la globalisation extrême va nous permettre d'agir parce qu'il faut agir. Donc, d'avoir des interactions entre des secteurs spécialisés me semble beaucoup plus porteur opérationnellement que de mettre tout le monde dans le même paquet. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on a cet élargissement et qu'Antibio 3 est un très bon exemple. Peut-être s'il peut commenter. Céline?
Oui, je pense que la solution, c'est comme tu dis, Jean-Yves, il faut avoir cette vision globale, il faut essayer de casser les silos, mais après, il faut prioriser et y aller par étapes et être pragmatique. C'est un équilibre à trouver pour qu'on réussisse à gravir la montagne ensemble, en fait. Mais oui, c'est vrai, en respectant les compétences de chacun, on peut faire un édifice commun qui soit un édifice de qualité, hein. On n'a pas besoin d'avoir que des édifices montés par des plombiers ou par des maçons. L'intérêt d'une maison commune, c'est que chaque corps de métier puisse apporter sa pierre à la construction générale. Jean-Michel Klein. Oui, bonjour, Ça fait vous plaisir de te m'entendez? voir au passage. Oui, merci, c'est réciproque. Je voulais d'abord faire je suis président de l'organisme de formation continue des ORL qui s'appelle ORL DPC et je suis membre du bureau du syndicat des ORL. Je voulais remercier Cécile Buccini parce que c'est quand elle était au ministère et que je présidais le CNP d'ORL que j'ai pris conscience du problème et de la gravité du problème. Donc, elle a fait œuvre utile, si je puis dire, au moins pour les ORL, les pédiatres et les médecins généralistes. Concernant la remarque qu'elle a faite sur la formation, je pense que c'est évidemment essentiel de former et de faire évoluer la formation. Je rappelle que dans les orientations prioritaires pour les 3 ans qui viennent de 2023-2025, il y a l'antibiorésistance. À ce titre-là, j'ai développé donc des formations grâce à elle. Et je voudrais simplement donner un message d'espoir, c'est que c'est la première des formations choisies par les ORL depuis qu'on a créé ce thème de formation. C'est la première, alors c'est à la fois par Véronique Mondin, qu'elle connaît peut-être, qui est infectiologue à Nice, qui est une personne absolument étonnante et qui nous a fait découvrir le One Health, effectivement, et qui lie les trois pôles du problème. Je voudrais lui poser une question. On est dans le principe de précaution. En médecine de pratique du terrain, puisque moi je suis sur le terrain, je ne suis pas dans les élites intellectuelles, le médecin étant surchargé, le médecin n'ayant plus le temps de pratiquer la médecine comme on l'a enseigné ou on l'a apprise, est-ce que par principe de précaution, il n'y a pas un des facteurs qui donne ce mauvais usage des antibiotiques? Et quelle arme elle voit qu'on pourrait développer de façon à communiquer autrement avec le patient, peut-être avec 2 ordonnances, une ordonnance simple de première approche anti-inflammatoire ou simplement de traitement de symptômes, et une deuxième quelques jours plus tard si jamais il y avait une dégradation. Quelle arme elle voit qu'on pourrait utiliser pour convaincre les médecins d'oser prendre le risque de soigner de façon éthique et déontologique? Merci, Monsieur Klein, pour toutes ces remarques très pertinentes et je suis vraiment ravie de voir votre mobilisation. Donc, merci beaucoup. C'est super que les ORL se mobilisent et que vous soyez aussi actifs. Je crois qu'il n'y a pas de remède miracle. Il va falloir avoir une sorte de boîte à outils dans laquelle les médecins peuvent puiser en fonction des situations. La boîte à outils, c'est des outils comme les recommandations ou des outils qui permettent d'utiliser les recommandations. Ça peut être des tests rapides d'orientation diagnostique, bien sûr. Ça peut être des outils de communication avec le patient. Ça, c'est hyper important. Mais il ne faut pas que le médecin ou le prescripteur soit tout seul. C'était un peu ma remarque initiale. C'est-à-dire que je pense vraiment que le patient ou les usagers ou le grand public a un rôle à jouer. Il faut que tout le monde soit aligné dans la même vision, en fait, et porte la même perspective pour que la communication soit plus aisée. Parce qu'il y a quand même de temps en temps une pression mise, perçue ou réelle ou pas, hein, c'est aussi des perceptions mises par le patient ou ressenties par le médecin vis-à-vis de son patient. Il faut que les professionnels de santé non prescripteurs nous aident, c'est-à-dire que tout le monde porte la même parole, en fait, que le pharmacien relaie les mêmes messages, les infirmiers relaient les mêmes messages, que les sages-femmes, les dentistes, les médecins qui sont prescripteurs relaient les mêmes messages. Et je pense qu'il faut qu'on change de paradigme, en fait. Ça va mettre du temps, mais je crois que si on se retrousse tous les manches, on peut y arriver, si les vétos nous aident. Et je crois que l'interface qu'on aura peut-être le plus naturel avec les vétérinaires, c'est peut-être les animaux de compagnie. On y bosse avec Jean-Yves, c'est dans Eco-Antibio 3. Je crois vraiment à l'interface animaux de compagnie qui permettra peut-être de dialoguer de manière concrète entre le monde santé humaine et le monde santé animale.
Et je pense qu'on peut y arriver. Ça va mettre quelques années, mais je pense qu'on peut y arriver. Et là, c'est important d'avoir des structures territoriales ou régionales qui aident les gens, qui facilitent leur travail au quotidien. Et c'est un peu le sens des centres régionaux d'antibiothérapie et des équipes territoriales. Alors, on parle beaucoup d'antibiothérapie, mais il y a aussi tout le volet prévention, contrôle des infections, hein, qui est essentiel. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est le deuxième pilier de la lutte contre l'antibiorésistance, au même titre que le bon usage des antibiotiques. Donc aussi le fait que tout le monde applique les mesures universelles d'hygiène, l'hygiène des mains, savoir tousser, l'hygiène des aliments, tout ça c'est hyper important. Et après évidemment en structure de soins, la lutte contre les infections associées aux soins. Donc je crois que c'est par petites étapes et choses concrètes, en facilitant la vie des gens et en faisant en sorte que tout le monde ait la même vision et porte les mêmes messages qu'on va progressivement y arriver. Peut-être que Et c'est vrai que toutes les règles d'hygiène qu'on apprenait, on est aussi chauve et vieux l'un que l'autre avec Jean-Michel, mais qu'on apprenait à l'école en instruction civique. Il fallait mettre sa main devant sa bouche quand on toussait, il y avait plein de choses comme ça. Oui, à l'époque, c'était la main, c'était pas, Oui. on mettait pas le coude encore. Parce qu'on avait, je pense que c'est parce qu'on avait des blouses qui étaient données par l'éducation nationale, donc il fallait pas cracher dans ces blouses, j'en sais rien. Mais tous ces gestes-là qui étaient pratiqués par les familles, on prenait une tarte si jamais on mettait pas ça. Si on toussait en famille sans protéger les autres, ça faisait partie des. À l'époque, on vendait des timbres contre la tuberculose. Je me souviens, on faisait du porte-à-porte pour aller vendre des timbres contre la tuberculose. Ça nous a coûté quand même, tout cet enseignement qui n'a pas été fait pendant des années, ça nous a coûté des dizaines et des centaines de millions pour essayer de faire reporter des masques en cas d'épidémie de la Covid. Donc, on a un travail d'acculturation de la population en règle générale. C'est peut-être un effet secondaire positif d'ailleurs de l'épidémie de Covid, c'est que ça a sensibilisé les gens au fait que justement il fallait retrouver un certain nombre de gestes barrières, mais il y a beaucoup de choses qui ont été perdues dans l'imaginaire des familles et des lycéens. Et ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est que dans l'univers de One Health, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a quand même pas mal de professeurs des écoles, de gens qui sont dans l'éducation nationale, qui commencent à faire des projets qui sont des projets citoyens, qui sont encore une fois pas des choses qui sont révolutionnaires, mais apprendre aux gamins à manger des produits locaux, faire de la cuisine, créer un potager dans une maternelle. On a des exemples qui sont des exemples fabuleux, et il faut se baser sur cette culture de la bonne expérience et du succès des projets pour développer une vision globale. Plutôt que d'avoir une espèce de concept qui descend d'en bas, il vaut mieux avoir des stratégies de bottom-up pour dire, tiens, regardez, c'est hyper intéressant. Et sur le terrain, il y a plein de choses qui se font. One Health, c'est vraiment assez passionnant parce que on s'aperçoit que quand on explique les choses aux gens, les gens, pour beaucoup, font des choses qui sont des choses raisonnables, de qualité, et ne cherchent qu'à être encouragés par rapport à tout ça. Alors, on a une question de JB. Désolé, mais je ne sais pas qui est JB. Donc, oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'écrire mon prénom en entier. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Luzet, je suis docteur en infectiologie fondamentale sciences. J'ai eu l'occasion de découvrir Jean-Yves Madec en cours en Master 2 à Lyon 1, que j'ai réinvité par la suite en école doctorale à l'EDIS. C'est vrai que moi, l'antibiorésistance, je l'ai vécu en thèse en travaillant sur la Acinetobacter et Pseudomonas, qui nous a posé beaucoup de fil à retordre d'un point de vue génétique. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la formation, donc j'interviens dans des BTS, dans des diplômes d'État de laboratoire médical. Et notamment en médecine, on a une réforme des études de santé avec l'EDN, où on voit que l'infectiologie maintenant est en train d'être complètement réduite parce qu'avec la réforme des EDN, les coefficients ont changé, donc c'est une matière qui est laissée de côté. Et c'est vrai que moi, je vois les jeunes médecins, on leur apprend beaucoup maintenant l'angle de la prescription, donc le tableau clinique. Et j'ai la chance de travailler avec des CHU, des laboratoires d'analyse médicale, et on voit vraiment qu'on a une disruption entre le médecin généraliste et le biologiste, avec justement une incompréhension entre l'attente du médecin généraliste qui va vouloir soigner son patient et les biologistes qui se retrouvent de plus en plus confrontés à une antirésistance qui explose, notamment sur tout ce qui est Enterobacteriacées. Et c'est vrai que par rapport à vos deux interventions, moi, j'ai vraiment à cœur d'essayer de proposer quelque chose de nouveau sur la formation. Et je vous rejoins, je pense que la formation, il faudrait qu'on arrive à faire un lien entre tous les corps de métier
Et c'est sur cet axe que j'aimerais vous interroger. C'est en fait, est-ce que vous ne penserez pas qu'il faudrait peut-être plus enseigner la partie technique, des fois au niveau des médecins prescripteurs? Je pense à tout ce qui est identification avec les approches syndromiques style BioFire, les PCR multiplex ou la réalisation des antibiogrammes qui permettrait peut-être une plus grande prise de conscience en fait, des antibiorésistances qui rejoignent en fait la clinique. Jean-Yves, tu veux y aller ou je commence? Oui, bah, ça m'évoque un petit peu la structure vétérinaire qui a certaines particularités par rapport à ce que je peux constater en médecine humaine. Notamment, tout à l'heure, on parlait du lien très intéressant médecin-patient, mais on voit bien déjà qu'en médecine vétérinaire, il y a une différence. Ce n'est pas un métier d'avoir un chien, c'est un métier d'avoir une vache. Donc, il y a un niveau professionnel intermédiaire là sur lequel le plan éco-antibio s'est beaucoup basé pour faire avancer les choses avec un couple vétérinaire éleveur qui est extrêmement fort et qui est de nature professionnelle et qui du coup, et pour le coup, c'est celui qui regroupe le plus grand tonnage d'usage d'antibiotiques, parce que c'est en agriculture que c'est quand même pondéralement là où on utilise le plus d'antibiotiques. Ça m'évoque aussi la notion de la dimension de la profession, parce que la profession vétérinaire est quand même plus petite que la profession médicale, et ces interactions-là qui sont citées là, elles me semblent moins vraies en médecine vétérinaire. C'est-à-dire que le vétérinaire est très en interaction avec son laboratoire, est très en interaction avec son client. D'ailleurs, le plan éco-antibio demande aux vétérinaires, ce sont les vétérinaires qui sont la cible des contrôles, ce n'est pas le laboratoire. Et par contre, c'est le vétérinaire qui doit s'attacher à trouver le bon laboratoire pour faire les bonnes analyses d'antibiogrammes. Et donc, on voit bien que le monde est très resserré. C'est aussi probablement un des facteurs du succès de l'action en médecine vétérinaire, cette petite taille et ce côté très interactif entre les différents. Ce n'est pas quelque chose qui me semble vraiment super important à faire, parce que j'ai l'impression que c'est déjà fait par rapport à la médecine humaine où je sens plus, alors je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je sens plus cet éclatement entre les professions, cette disruption dont vous parliez, que dans le domaine vétérinaire qui est plus ramassé de façon soit professionnelle, soit naturelle, plus en interaction entre les différentes professions. Si je peux rajouter, en médecine humaine, effectivement, c'est hyper important, l'interdisciplinaire, la collaboration. Les microbiologistes ou les biologistes ont un rôle essentiel dans la lutte contre l'antibiorésistance, que ce soit en ville, en EHPAD ou en établissement de santé. C'est reflété dans les structures qui sont en train d'être mises en place avec les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie qui sont en train d'être déployées en France. Donc, c'est des équipes au niveau du territoire, du groupement hospitalier de territoire, avec normalement infectiologues, généralistes, microbiologistes, infirmiers, pharmaciens, et puis c'est flexible en termes de composition, qui bossent ensemble pour déployer la politique de bon usage au plus près des acteurs de terrain. Donc, je vous rejoins totalement. Après, un petit point de vigilance, il faut vraiment se mettre aussi dans la peau du prescripteur, médecin généraliste par exemple, mais il y en a d'autres. Il est submergé de choses, il n'a pas que l'infectiologie comme intérêt. Il faut lui faciliter la vie, en fait. Il faut se mettre à sa place. Il ne faut pas l'abreuver de choses qui sont trop compliquées pour lui, pour son quotidien. Il faut lui rendre sa vie plus simple. Et donc ça, il faut vraiment se mettre à sa place. Mais bien sûr que les microbiologistes ont un rôle essentiel. Après, il faut construire ça en bonne intelligence. Et ce qui est compliqué dans l'interdisciplinaire, c'est que je pense qu'il y a deux grands freins. Le temps. En fait, ça prend plus de temps, mais on va plus loin. Mais donc, il faut prendre ce temps, mais il faut réussir à le placer dans son quotidien. Et après, il y a un temps d'adoption, d'acculturation. Donc, il faut des personnalités qui acceptent de ne pas forcément avoir raison ou de changer de perspective. C'est l'humain qui compte énormément. Je suis très content que vous terminiez par là, Céline, parce que à écouter la question de... Je n'ai pas retenu votre prénom. Jean-Baptiste Luizet. Jean-Baptiste, voilà. On a un peu cette dérive chez les nouveaux, chez les jeunes de la profession, qui est une dérive qui va un peu vers le technomède, et qui, la seule vraie transgression de la médecine humaine, c'est de retrouver l'humanisme de la profession au départ. C'est-à-dire que si, comme Jean-Yves le dit, il faut qu'on développe la médecine de prévention, ce sera plus dans un coaching, une approche de création de liens de confiance avec
des gens qui sont capables de gérer des problèmes complexes que dans la mise, je dirais, sur un morceau de papier, fût-ce même une ordonnance, d'un certain nombre d'examens complémentaires, comptant comme ça au patient en disant, tiens, vous allez voir le laboratoire et puis il va vous faire toute cette batterie de trucs et une fois que vous aurez ça, on discutera. Donc il y a aussi ça qui va être important, c'est que moi je crois beaucoup au fait qu'une seule santé se développe parce qu'on va peut-être retrouver du lien humain qu'on est en train de perdre dans les professions de santé, hein. Très nettement, hein. On la perd aussi dans les laboratoires d'analyse biomédicale, parce que c'est vrai qu'on a des regroupements de labos aujourd'hui qui sont énormes. Vous parliez tout à l'heure avec les fonds d'investissement. Sur la région lyonnaise, on a un très gros groupement qui reçoit 300 analyses jour. Et en fait, c'est pareil, ils reçoivent des fois des souches qui sont très résistantes avec aucune indication. Et même eux, ils commencent à être démunis en se disant, mais par où on commence? Donc, après le diagnostic qui est fait en première intention, on va avoir beaucoup de CBU, on est sur 50% à peu près. Et quand on voit qu'on a des antibiorésistances et qu'il n'y a aucune indication clinique, c'est vrai qu'on a aussi une déshumanisation même de notre côté très technique. Et c'est là où je porte ma réflexion, c'est comment en fait essayer d'être plus efficaces tous ensemble aussi, quoi. C'est des sujets qui sont passionnants. Alexis, vous avez la question suivante. On va faire des questions bonjour, courtes merci. parce que j'aimerais Oui. que Céline garde une dizaine de minutes pour nous parler de son livre. Je voudrais qu'on termine le Café Nil avec Céline pour qu'elle nous parle du tourbillon de la médecine. Alexis, question. vous avez la parole. Bonjour, désolé, je ne mets pas ma caméra, ma connexion n'est pas très bonne. Donc, je travaille à l'ANSES et sur la thématique de l'antibiorésistance et notamment l'optimisation des posologies des antibiotiques en médecine vétérinaire. La question, elle s'adresse plus à Jean-Yves et elle va concerner que les animaux de production. On entend souvent que, contrairement à la médecine humaine, les échecs thérapeutiques en médecine vétérinaire sont dus à un problème d'antibiorésistance sont rares ou inexistants. Et donc, finalement, l'aspect antibiorésistance n'est pas un facteur limitant du point de vue curatif, hein, j'entends, en médecine vétérinaire. Et j'aimerais en fait savoir comment on arrive à avoir un aperçu objectif de cet indicateur d'échec thérapeutique, puisque, à la différence évidente avec la médecine humaine, si un animal de production a du mal à guérir d'une infection après 1 ou 2 antibiothérapies, la solution préférentielle de l'éleveur va être d'euthanasier l'animal plutôt que de continuer les frais. Donc voilà, j'aimerais savoir comment on arrive à objectiver vraiment cet indicateur d'échec thérapeutique. Oui, je suis d'accord que c'est compliqué de l'objectiver, c'est juste les faits qui montrent ça, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on n'est pas dans un échec, puisqu'il y a une solution qui est celle de l'euthanasie, ça répond à la question. Mais par contre, d'un point de vue scientifique ou médical, on serait très preneur en médecine vétérinaire d'avoir des retours bien plus documentés, bien plus structurés sur l'inefficacité d'un traitement. Et probablement qu'en médecine humaine, on a ça de façon presque, j'allais dire, alors, je vois Céline qui hoche la tête, mais en fait, l'idée que je me dis, c'est que on soigne une endocardite infectieuse dans le monde à peu près de la même façon et on sait à peu près comment ça marche. On a des retours hospitaliers, on a des hôpitaux un peu partout, des médecins un peu partout. Et donc, globalement, j'imagine qu'il y a une espèce de consensus induit sur l'efficacité d'un traitement, sur une seule espèce animale qui est l'homme, etc. Chez nous, c'est beaucoup plus fragmenté. Là, pour le coup, je parlais de rapprochement dans le monde vétérinaire. Là, pour le coup, c'est totalement l'inverse. On a énormément d'espèces animales. Et lorsqu'on prescrit un antibiotique, on a un antibiogramme qui est un indicateur parmi d'autres, mais qui ne fait pas l'alpha et l'oméga de la chose. Et donc, du coup, de savoir si ça a marché ou si ça n'a pas marché, pour être clair, et si c'est à relier avec la présence de la bactérie et cette bactérie-là, résistante à ça, etc., on est très, très mauvais, j'allais dire. Hein. On a très, très peu de données par rapport à ça. Et on n'a pas un système qui est très organisé pour le collecter, et c'est aggravé par le fait qu'on a de nombreuses espèces animales et que les situations ne sont pas assez concentrées et unifiées pour avoir cette information-là. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, Alexis, qu'aujourd'hui, c'est plutôt concrètement qu'on dit ça, parce qu'il n'y a pas d'échec thérapeutique au sens où on n'a pas la situation du médecin qui est devant ce patient dont il sait qu'il va absolument soigner, sauver, et où il n'y a pas d'autre issue que d'essayer de faire ça. Donc, c'est très, très pragmatique. Mais par contre, d'un point de vue scientifique, on manque beaucoup de ces retours d'efficacité. Ouais, ça, Ok, merci. Peut-être si je peux compléter sur le volet santé humaine. Alors, on a des données de mortalité attribuable, mortalité associée qui sont jolies, propres, faites par les agences, notamment le CDC en lien avec Santé publique France.
Par contre, ce qui manque vraiment aussi en santé humaine, on a plein de choses à faire et je pense que d'en discuter ensemble, ça peut aussi nous aider. Il nous manquerait un registre des impasses thérapeutiques, c'est-à-dire des cas où on ne peut pas traiter à cause de l'antibiorésistance. Ça manque vraiment parce que c'est une vraie question qu'on a souvent. Et il manque aussi l'estimation de la morbidité. Là, on commence à avoir des données, l'OCDE y travaille, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et la morbidité induite, c'est vraiment un champ qu'il faut qu'on explore et qui après permettra de convaincre peut-être plus les politiques de l'intérêt, même si on a déjà des chiffres qui montrent que 1 euro investi dans la lutte contre l'antibiorésistance, c'est 4 euros récupérés, donc c'est largement co-efficace. Question suivante, Pascal. Tu m'entends? Oui, bonjour. Pascal Forcioli, directeur d'hôpital, membre du Haut Conseil de santé publique. J'avais lu dans une publication que dans les années 90, il y avait eu une diminution des antibiotiques au Royaume-Uni et pour autant, l'antibiorésistance n'avait pas diminué significativement. Et donc, depuis lors, un certain nombre de recherches, et vous y avez fait allusion, indiquent que l'antibiorésistance n'est pas uniquement due à la surconsommation d'antibiotiques, mais également à bien d'autres facteurs. Alors, est-ce que pour un béotien comme moi, directeur d'hôpital, vous pouvez un petit peu m'éclairer sur ces autres facteurs? J'ai bien compris que vous y faisiez allusion, mais avec des termes assez techniques. Donc là aussi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un discours moins sachant, moins technique, pour éduquer davantage la population. Alors, je voudrais vous donner une anecdote. J'ai subi il y a quelques jours une intervention dentaire. Bon. Et dans le cadre du protocole que m'a appliqué la stomato, j'ai eu une prescription d'antibiotiques à prendre la veille du jour de l'intervention et pendant 5 jours. Or, j'ai décidé de mon plein gré de ne pas prendre ces antibiotiques. Donc, je me retrouve, ça va faire sourire Marie, avec 3 boîtes d'antibiotiques qui m'ont été gracieusement délivrées par la pharmacienne de ville, et dont évidemment je ne sais pas quoi faire. Et donc se pose la question, d'une part, effectivement, de la bonne prescription, des protocoles aussi d'antibiothérapie. Est-ce qu'il y a des revues des protocoles d'antibiothérapie avec un regard où on chercherait à être dans le meilleur usage, dans la pertinence de l'antibiothérapie? Quelles sont les sociétés savantes qui le font? Et par ailleurs, quand on a, comme moi, donc 3 boîtes d'antibiotiques dont on n'a pas eu l'usage, parce qu'on l'a décidé en son âme et conscience, d'ailleurs, j'ai eu aucun problème infectieux, je cicatrise parfaitement, j'ai eu la visite de contrôle par la stomato, voilà, puis j'en finirai là pour mon anecdote, qui n'a pas d'autre intérêt que d'être une illustration. Est-ce qu'on aurait la possibilité, par exemple, de retourner à la pharmacie des produits non utilisés? Et on sait qu'aujourd'hui, c'est impossible, sauf à rentrer dans les circuits qui ensuite alimentent les pays en voie de développement. Voilà. Non, même pas. Alors que des produits, oui, cyclamène. Alors que des produits non utilisés à l'hôpital, par exemple, le pharmacien hospitalier va les reprendre et il va les recycler. Alors après, bon, techniquement, c'est un petit peu difficile à suivre en matière de stock, mais c'est des choses qui se font très bien. Voilà, merci. En tout cas, merci pour vos interventions, Jean-Yves et Céline. Et j'attends avec impatience aussi l'exposé sur votre livre, Céline. Merci. Merci. Je commence peut-être, Jean-Yves. Alors, plein de questions, donc peut-être que je vais en louper. Sur le fait qu'il faut qu'on simplifie le narratif, je suis totalement d'accord avec vous. Après, on est un peu sur le fil du rasoir parce que c'est pas simple l'antibiorésistance. Et on dit antibiorésistance, mais en fait, il y a plein d'histoires différentes selon le couple bactérie-antibiotique. Donc, quand on rentre sur la spécificité, on peut parler des jours entiers entre spécialistes et puis avoir des données contradictoires. Donc, moi, j'essaie toujours, et Jean-Yves aussi, et puis on essaie d'avoir un narratif simple, mais ce n'est pas évident. Mais comme vous le soulignez très justement, il n'y a pas que l'usage des antibiotiques qui influence l'antibiorésistance, même si quand même, quand on regarde les données globalement, quand on baisse l'usage des antibiotiques, l'antibiorésistance baisse.
mais parfois ça met plusieurs années, et parfois ça baisse pas parce qu'il y a des co-résistances, comme disait Jean-Yves. Donc ça peut être plus compliqué, mais ça dépend un petit peu des histoires des bactéries et des antibiotiques. Mais en santé humaine, et je laisserai Jean-Yves dire pour la santé animale, on voit quand même que quand on baisse les consommations d'antibiotiques globalement, à un moment donné, il y a une baisse de l'antibiorésistance. Mais ce qui joue aussi beaucoup, c'est tout ce qui est la prévention des infections. Donc tout ce qui évite de tomber malade et d'avoir une infection permet de réduire l'antibiorésistance, et ça c'est hyper important dans nos pays, mais également dans les pays qu'on appelle à bas et moyens revenus, où c'est un facteur essentiel, hein, le fardeau des infections et la transmission. Mais c'est aussi important en France, et c'est pour ça que d'avoir ce volet mesures universelles d'hygiène notamment est extrêmement important. D'avoir des toilettes, mais ça en France on l'a, les stations d'épuration, tout ça, on l'a, ce qui permet de limiter la contamination de l'environnement. Et après, sur vos remarques de retourner les médicaments, effectivement, à ma connaissance, le seul circuit pour l'instant, c'est Cyclamède, c'est de la destruction, d'après ce que j'en sais. Et après, ce qui peut aider un patient à s'informer, à discuter avec son professionnel de santé, c'est Antibiomalin, qui peut être une source d'information et qui permet de faciliter peut-être le dialogue avec son professionnel de santé. Et puis après, il y a tout l'enjeu des antibiothérapies inutiles qui est une réalité. Mais il faut quand même aussi réaliser que c'est compliqué en fait, de bien diagnostiquer une infection, de bien prescrire. C'est pas si simple. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est pas pour dédouaner mes collègues prescripteurs, hein, mais c'est pour expliquer que c'est compliqué. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de prescriptions inappropriées. C'est parce que c'est pas simple et que ça va être un travail de longue haleine. Et Jean-Yves, je te laisse compléter. Oui, juste pour confirmer effectivement ce que tu disais sur la corrélation entre la baisse de l'usage et la résistance, c'est quand même globalement vrai quand on baisse la consommation, on baisse la résistance. Je citais le rapport du GIACRA qui est sorti il y a quelques jours, qui est un rapport interagence entre le CDC, l'EFSA et l'EMA, qui montre lorsqu'on a baissé la consommation en antibiotiques, on baisse aussi la résistance. Effectivement, il y a d'autres facteurs, la transmission, c'est-à-dire qu'on peut avoir une bactérie résistante sans avoir pris d'antibiotiques parce qu'on a acquis la bactérie une fois qu'elle était résistante d'un autre endroit. Donc, tous ces facteurs, notamment la transmission, ça se gère par la prévention, par les mesures d'hygiène dont on a abondamment parlé. Donc, effectivement, ce n'est pas monofactoriel, mais il ne faut pas laisser penser quand même que le levier de la consommation n'aurait aucun effet. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut baisser la consommation aussi pour avoir un effet sur la résistance. Merci Céline de cette réflexion sur les vaccins. Vous savez que chez NIL, on est presque des militants de la vaccination. C'est pas qu'on est presque, c'est qu'on est des vrais militants de la vaccination. On a créé des vaccinations et liens social justement pour essayer de casser un peu les représentations négatives qui étaient sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que dans une politique de prévention, la vaccination, mais là aussi en termes d'image et en termes de concept, c'est pas facile à défendre, même dans le pays de Pasteur. On n'y est pas encore arrivé. Heureusement qu'on a des exemples comme Beyfortus qui ont permis de casser l'épidémie de bronchiolite. Mais autrement, c'est un travail vraiment de longue haleine pour se faire les ambassadeurs de la vaccination. Alors, par contre, les animaux, on les vaccine et on ne leur demande pas leur avis. Mais je pense que l'attitude qui a été prise par Agnès Buzyn, qui a été courageuse, qui était de dire il y a 11 vaccins obligatoires, d'abord, ça n'a pas suscité, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, beaucoup de levée de bouclier. Et puis la deuxième chose, c'est que ça permet de retrouver des couvertures vaccinales maintenant qui sont importantes, parce que quand on laisse les gens faire n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais on se retrouve quand même avec la vaccination HPV, sur lequel c'est une catastrophe sur le plan, enfin au moins française, avec une couverture vaccinale qui ne montre pas de résultats sur la prévention des lésions précancéreuses, que ce soit ORL ou génitales, alors que déjà en Australie et au Portugal, avec des couvertures à 88%, ils ont des résultats en termes de diminution de ces lésions précancéreuses. Donc franchement, il y a un moment où il faudrait que les Français se bougent un peu la tête et sortent de leur discussion de comptoir sur les réseaux sociaux pour... Ce que je voulais dire, ma remarque n'avait pas pour but de prendre parti sur la vaccination obligatoire chez l'homme, hein, mais c'était surtout pour dire que la politique de vaccination était un levier important dans EcoAntibio 3, avec un soutien fort à la vaccination des troupeaux pour limiter les infections. Et donc, quand on dit qu'on leur demande pas leur avis, c'est qu'effectivement, on vaccine
historiquement les troupeaux depuis des dizaines et des dizaines d'années contre les maladies infectieuses et ça fait partie des leviers de prévention évidents, hein, bien sûr. J'ai même appris qu'on vaccinait les canards. Je ne savais pas qu'on vaccinait les canards, en particulier contre la grippe aviaire. Alors, je suis désolé pour les prochaines questions, je ne vais pas les prendre. Ne m'en voulez pas, mais je suis obligé d'être aussi le gardien du temps. Il nous reste 10 minutes et je voudrais vraiment passer la parole à Céline pour qu'elle nous parle de son livre. Je crois qu'on a les éléments et on fera comment dire, une diffusion des éléments de communication sur votre livre, Céline, à toute notre mailing list. On a quand même 8000 contacts, donc si ça peut servir, en tout cas, je pense que c'est hyper important. Et j'aimerais savoir comment vous avez eu cette idée et pourquoi avoir pris l'exemple d'une jeune qui va se lancer dans la carrière pour en faire cette héroïne de votre livre. Alors, pourquoi je crois que ça faisait plus de 10 ans que j'avais envie d'écrire ce livre, mais je n'avais pas le temps. Donc, vraiment, la fin de la mission au ministère a eu cet effet indésirable heureux d'avoir un répit parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Moi, je n'ai jamais écrit de roman, hein, c'était mon premier, j'avais écrit des ouvrages scientifiques, mais un roman, c'est vraiment, ça vous prend toute votre énergie, donc il faut avoir du temps dédié. Et je voulais avoir une perspective d'étudiante en médecine. Alors, pourquoi étudiante? Parce que maintenant, la plupart du temps, c'est des filles qui sont en médecine plus que des garçons. Alors, elle a des amis hommes, donc on a aussi un peu la perspective des garçons, mais voilà, je voulais que l'héroïne soit une fille. Et je trouvais que la perspective qu'on a quand on est étudiant est une perspective unique. On a un œil neuf, en fait, hein, quand on démarre ses études, on a un œil un peu innocent. On voit des choses que peut-être on ne voit plus après, hein, qu'on oublie ou auxquelles on s'habitue. Et je trouvais que de retrouver cette perspective, c'était important. Et puis après, il y avait aussi, enfin, moi je suis professeur, donc l'enseignement, ça a été une vraie passion, hein, ça allait encore, mais peut-être un peu moins, j'ai vieilli. Mais je trouve que la période des études, c'est essentiel, hein. Enfin, c'est là où on forme les futurs collègues et que peut-être il y a des choses qui sont perfectibles aussi pendant les études de médecine. Et donc, j'ai essayé de donner quelques exemples, alors tirés de mon vécu, bien sûr. On est influencé par son vécu quand on écrit un bouquin, mais ce n'est pas une autobiographie, puisqu'on me l'a demandé plein de fois. Je me suis vraiment nourrie de mes lectures, hein. Il y a beaucoup de rapports, d'enquêtes ou de documents qui permettent de décrire la vie des étudiants en médecine maintenant, et pas forcément celle que j'ai moi vécue il y a quelques années. Et je me suis aussi nourrie de mes rencontres, hein, puisqu'en étant prof, en étant moi-même ayant vécu les études, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont eu plein de mésaventures ou d'aventures heureuses. Donc c'était un petit peu ça. Et après, comme je le disais, je voulais écrire quelque chose qui soit compréhensible, j'espère, par tout le monde, même si j'ai gardé du vocabulaire médical, mais un peu comme dans des séries, il faut que ça fasse vrai, mais je ne pense pas que ça gêne la lecture. En tout cas, mes testeurs m'ont dit que ça ne gênait pas. J'ai essayé de faire des séquences courtes pour que ce soit facile à lire, un peu comme une série où il y a plein d'épisodes. J'ai essayé de mettre une pointe d'humour, mais après, ça, c'est très personnel, et que ce soit voilà, intéressant et une découverte avec quelques messages que j'ai essayé de faire passer, qui sont aussi des messages de santé publique et des messages de prévention. Et après, le public, parce qu'on m'a aussi beaucoup demandé, mais à qui ça s'adresse, qui tu vois qui lirait ton livre? Moi, j'en imagine deux, mais après, ça c'est très, je ne suis pas sûre du tout de me tromper ou d'avoir raison. Le premier public, c'est tout le monde qui est intéressé par le monde de la santé, et je pense qu'on y est tous, hein, on côtoie tous les médecins, les dentistes, les pharmaciens, enfin, on est tous forcément concernés par le monde de la santé, donc pour moi, c'est assez large. Donc, tous ceux qui ont envie de comprendre le monde de la santé, notamment le monde des études et le monde de l'hôpital, parce que c'est plutôt une perspective hospitalière que je décris dans le bouquin. Et puis après, j'ai vraiment pensé aux plus jeunes quand je l'ai écrit, c'est-à-dire ceux qui sont au lycée, qui se disent j'ai envie de faire médecin, mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, et qui peuvent peut-être avoir un aperçu de ce que ça pourrait être, même si toutes les histoires sont singulières, hein, bien sûr, hein, tous les parcours sont différents. Il y a aussi beaucoup de différences en fonction de l'endroit où vous êtes, ou que ce soit le service, l'hôpital ou la ville. Enfin, les pratiques sont extrêmement variées, même s'il y a des normes sociales un peu locales qui font que ça peut être un peu plus homogène à un endroit qu'à un autre. Donc, je l'ai vraiment aussi écrit pour que les lycéens puissent s'en servir comme un manuel de survie pour les carabins, a écrit le journaliste de l'Est républicain à qui j'avais donné une interview de manière assez judicieuse, ou les étudiants en médecine aussi, parce que j'ai un peu utilisé aussi ma perspective de professeur qui a rencontré beaucoup d'étudiants pour peut-être essayer de passer des messages d'espoir ou de résilience, de comment on fait quand on vit des situations compliquées, hein, et c'est légion, hein, c'est quand même une vie compliquée, étudiant en médecine,
crois que c'est vraiment un beau métier. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait médecine. En plus, en étant hospitalo-universitaire, on peut avoir une vraie flexibilité de carrière. Et moi, c'était important de pouvoir changer de vie plein de fois. Et je crois que mon parcours montre que j'ai changé de vie plein de fois et je trouve ça super. Mais j'ai essayé de montrer aussi que c'était exigeant. Il faut y aller en sachant qu'on va y passer du temps, on va y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de soi. C'est vraiment, je trouve, un métier où il n'y a peut-être pas trop de différence entre son métier et sa vie. Enfin, c'est assez poreux. Après, il faut savoir mettre des barrières et avoir une vie personnelle équilibrée, mais ce n'est pas un métier anodin qu'on oublie quand on rentre chez soi, je crois. Mais c'est un métier magique, mais exigeant. Je crois que c'est pareil. Quel est le message que vous voulez passer aux jeunes générations? Parce que enfin, moi, je vois ça dans mon coin de Bourgogne. Enfin, là, je vous parle, je suis à Lyon, donc j'ai une vue magnifique d'ailleurs sur Lyon, juste en face de moi, parce que je suis dans un hôtel au 39e étage. Donc, c'est la première fois que je fais un café Nil dans ces conditions. Je trouve ça génial. Mais par exemple, si je prends un gamin qui est à Dijon, dans un milieu, ne serait-ce qu'habiter dans une ville universitaire, vous avez des moyens de vous confronter à de la culture générale. Et si vous avez un gamin qui est passionné par le fait de vouloir faire médecine à Châtillon-sur-Seine, qui est à 14 km, 15 km de chez moi, le niveau socioculturel, il est totalement différent. On ne peut pas dire qu'il va bénéficier de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut envoyer aux jeunes comme message par rapport à ça? Parce que si on prend les statistiques, on se dit, moi, je sors du lycée de Châtillon-sur-Seine, même avec un bac mention S, mention très bien, ça n'arrive pas souvent. Mais on peut l'imaginer, j'aurais aucune chance par rapport à un étudiant de Dijon qui sort de Carnot avec un bac S, mention très bien. Parce que voilà, le message que vous voulez passer aux jeunes par rapport à ça, c'est quoi? C'est vous découragez pas ou non, il faut laissez jamais tomber? se décourager. Enfin, je crois que, moi, ce que j'ai vu autour de moi, c'est que, alors, il faut être réaliste. C'est-à-dire, il faut savoir quelles sont ses capacités, ses points forts. Il faut aller en médecine quand même en connaissance de cause, en sachant que c'est une montagne de choses à ingurgiter, mais qu'avec de la stratégie, de la volonté et un minimum de mémoire, on va y arriver. Après, ce qui compte, c'est d'aimer son métier. Il faut y aller avec une adéquation entre ses capacités et ses points forts et ce qu'on envisage. Mais ça, c'est valable pour toute la vie. Enfin, je crois que le message dans mon bouquin, c'est il faut se battre pour ce à quoi on croit et on peut changer la vie autour de soi. Et on peut y arriver du moment qu'on est stratégique, réaliste et bien entouré. C'est un peu ça le message. Et qu'on va avoir des difficultés, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est les contraintes du monde du travail, les contraintes de la vie, mais qu'on peut s'en sortir, même si on prend des claques. Et, voilà, mais ça, c'est pour tout le monde pareil, je crois. Donc, je trouvais que de l'écrire en tant que professeur, c'était peut-être de montrer que ça arrivait à tout le monde potentiellement, ou en tout cas que tout le monde pouvait le dire. C'était ça qui était important. On croit des fois que quand on termine professeur, c'est ça a été facile, que tout a roulé comme sur des roulettes. Non, enfin moi, ma vie, ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille, mais ça m'a construit. Non, puis j'imagine qu'en plus de ça, même dans un milieu hyper féminin, je me souviendrai toujours de la couverture du quotidien du médecin le jour où la profession s'est féminisée, qui titrait en première page plus de 50% des médecins sont des femmes. Et quand on tournait la page, il y avait renouvellement du Conseil de l'ordre et il y avait une femme au niveau du Conseil de l'ordre national. Il n'y avait qu'une seule femme dans le renouvellement du Conseil de l'ordre. Donc, il y a quand même des usages en particulier. Enfin, peut-être que ça remonte un peu, mais j'ai peur que ça évolue pas aussi vite qu'on le veuille. Mais Non. dans Parmi les notre profession, professeurs, je crois que c'est un quart des professeurs de médecine en France qui sont des femmes. Encore, c'est mieux que quand moi je suis arrivée professeure, donc c'est lent. Et puis, je crois que les perspectives des femmes sont parfois différentes de celles des hommes. Après, il ne faut pas généraliser, hein, chacun a son histoire, mais il y a un vrai, ils appellent ça plafond de verre, mais je pense que c'est en fait, il y a des perspectives des fois qui sont vraiment différentes et des priorités qui sont mises différemment, des choses que les femmes aiment qui sont peut-être différentes que les postes de pouvoir qui sont peut-être plus convoités par certains hommes. Après, je ne généralise pas, hein, je pense qu'on est tous différents. et Jean-Yves, vous l'avez lu? Eh bien non, pas encore. Et puis Céline est au courant que je ne l'ai pas lu parce que je lui dis régulièrement, je vais le lire et je vais te dire. Et donc, c'est encore l'occasion aujourd'hui de lui redire, mais je vais le lire dès que je vais pouvoir. J'ai vu que la version papier était sortie il n'y a pas très longtemps. C'est ça, elle est sortie il y a pas longtemps. Voilà, et en tout cas, je suis très content que Céline ait pu écrire ce livre parce que effectivement, c'est sans doute, elle y a mis
beaucoup d'elle, j'imagine bien. Et bon, moi, je comprends tout à fait son discours. Je suis aussi quelqu'un de patient. J'ai aussi eu des itinéraires différents. J'ai changé de métier. Ma maman, elle était prof et j'ai voulu faire prof comme elle. J'adore l'enseignement aussi. Je suis passé par l'école normale. J'ai fait veto en candidat libre, donc je ne suis pas sorti pour faire vétérinaire. J'ai rajouté ça parce que je voulais une dimension médicale à une formation plus académique auparavant. Je pense que c'est important de croire, de croire à ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut et d'essayer de s'adapter aussi, parce que de plus en plus, parce que le monde est comme ça et la flexibilité est vraiment, ça va être la règle, je pense. Donc, ça aide quand on est passionné et de croire, ça donne la passion et ça permet ensuite de trouver son chemin qui est effectivement pas facile. Souvent, on dit, oh, tiens, voilà, c'est tout simple de passer des concours, de changer de métier, de faire des choses, etc. Mais c'est pas si simple. C'est juste, faut y croire. Voilà. Donc, je lirai ce livre. Assurément, c'est pas de la langue de bois et c'est pas un troisième discours. Alors Céline, vous nous rappelez le titre parce que la question a été posée, donc dans le tourbillon de la médecine, c'est ça? Exactement, dans le tourbillon de la médecine. Bon, et puis on va se partager les informations. Nous, on va faire une diffusion de un petit peu de promotion parce que ça nous fait plaisir. Non, puis ça nous fait vraiment plaisir chez Nil de servir aussi de transmetteur. J'ai quelques annonces à faire avant de clore le Café Nil et de vous remercier de ce Café Nil très, très chaleureux, très constructif et très chaleureux. Ça fait partie des choses qui sont un peu dans notre ADN chez Nil. Il faut que les choses se transmettent, il faut qu'on puisse les partager, les comprendre, mais que ce soit aussi fait dans une ambiance qui soit une ambiance décontractée et agréable pour tous, parce que c'est ce qui fait justement la passion du métier. Alors, le prochain Café Nil, c'est avec Alexandra Fourcade le 27 mars prochain. Ensuite, le 3 avril, on aura un Café Nil avec Antoine Ténière et on le fera en présentiel. Et à partir de ce moment-là, on fera tous nos Café Nil en présentiel à Paris Santé Campus parce qu'on a on va vous livrer une information d'avant-première, mais Nil fait partie maintenant de la French Care. Donc, on a décidé que soutiendrait ce mouvement qui nous semble extrêmement important pour le pays, qui découle de la Startup Nation et des investissements de France 2030. On veut y participer activement. Donc ce sera, voilà, on l'annoncera le 3 avril prochain, enfin je pense qu'on l'annoncera avant quand même. Et puis on a Yannick Neuder, donc, qui est député et membre de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui viendra le 10 avril. Et puis surtout, en ce qui concerne One Health, donc le lancement de notre DoTank avec notre partenaire qui est Comme Public, le 12 mars prochain à l'Académie de médecine. Vous pouvez encore vous inscrire avec grand plaisir. On a la chance d'avoir le soutien des 4 académies, médecine, pharmacie, vétérinaire et agriculture. Donc, on aura les 4 présidents qui seront là. On a la fondation de l'Académie de médecine qui sera présente également. On a le CESE qui sera présent, donc le Conseil économique, social et environnemental. On aura Anne-Cécile Violent qui est députée et en charge du groupe Santé-Environnement. On aura Jean-Louis Luneau, qui est président du SIMV, qui est très vétérinaire et très impliqué dans le One Health. Et puis on aura également Sarah De Giovanni, qui est la déléguée générale de l'Union nationale des professionnels de santé. Donc on aura un peu, et que je ne l'oublie pas, et ce serait une faute de goût absolue, puisqu'elle est avec nous en plus, Marie-Cécile Damage, qui est la déléguée générale du think tank Agridé. Donc on aura tous les composants de One Health qui seront au niveau académique et au niveau du terrain, qui seront présents, et pour faire justement de cette journée une journée dédié à cette cause qui nous semble absolument essentielle. Voilà, je voulais encore vous remercier. C'est un moment passionnant, c'est un moment extrêmement agréable. On a appris beaucoup de choses. Et à très vite, j'espère. On aura l'occasion très certainement de se recroiser.
Dites à Benoît Vallée, Jean-Yves, qu'on l'attend pour le Café Nil. C'était prévu, mais on n'a pas de date, donc il faut qu'on en trouve une. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et encore merci à Céline et à Jean-Yves pour ce Café Nil. À très bientôt. Merci à vous. Merci Au à vous. revoir. Au revoir.